VOA Afrique. Coup de projecteur sur le Made in Africa. Tous les 20 novembre, à l'occasion de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, les pays africains font la promotion de leurs produits. Le temps du consommer local, c'est le thème de cette nouvelle édition. Au-delà du patriotisme économique, le consommer local en Afrique fait face à de nombreux défis. Certains pays produisent ce qu'ils exportent et consomment ce qu'ils importent. L'activité des entreprises locales est fortement menacée par la concurrence étrangère. Qu'est-ce qui justifie la préférence des Africains pour les produits importés? Quels sont les produits fabriqués localement qui doivent être valorisés? Êtes-vous prêt à payer un peu plus cher pour soutenir l'économie de votre pays? Autant de questions que nous aborderons dans ce Washington Forum. Bonsoir à tous, bienvenue sur VOA Afrique. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Malgré la pertinence de cette assertion, le Made in Africa peine à être pris au sérieux. En République démocratique du Congo, les importations ont de nombreuses conséquences sur l'économie du pays. Elles engloutissent des milliards de dollars, la production nationale peinant à satisfaire le marché. Néanmoins, certains secteurs se portent bien. Des détails avec Patrick Abega à Kinshasa. La RDC importe plus qu'elle n'exporte les biens de consommation. L'industrie locale et la production interne peinent à répondre aux besoins locaux. Face à cette faiblesse du tissu économique, les importations s'imposent dans presque tous les domaines. L'impact de l'importation de certains produits sur l'économie nationale est très négative, dans ce sens qu'elle empêche l'éclosion de l'industrie locale. Nous sommes un pays qui est fortement dépendant des produits d'importation et c'est une faiblesse structurelle de notre économie qui empêche à ce que notre propre économie se développe parce qu'en important des produits qu'on peut produire sur place, nous ne permettons pas le développement de notre propre tissu industriel, nous ne permettons pas à ce que l'emploi des jeunes, que les jeunes puissent trouver de l'emploi parce qu'il n'y a pas de débouchés. La méfiance de certains consommateurs congolais face aux produits locaux explique également les taux importants des importations. Par ailleurs, la culture de la consommation en RDC est en grande partie dictée par les caractères supposés originaux des produits venant de l'extérieur, ce que déplorent les Congolais avertis. C'est regrettable de voir que les Congolais sont plus attirés par les produits qui viennent de l'extérieur et ils pensent qu'ils sont originaux, meilleurs et bons, alors que chez nous-mêmes nous avons des produits aussi meilleurs que les leurs, mais nous ne faisons pas confiance à nos frères congolais, nous ne faisons pas confiance à la production locale. Toutefois, dans quelques secteurs, comme l'agroalimentaire, la consommation des produits locaux reste élevée. Ce que j'ai constaté, les clients aiment beaucoup nos produits locaux que les produits importés. S'ils consomment les produits importés, c'est peut-être par rapport aux carences de nos produits locaux. Mais normalement, les clients aiment beaucoup les produits locaux que les produits importés. Malgré les grands potentiels économiques de la République démocratique du Congo, ces importations se chiffrent à environ 2 milliards de dollars américains chaque année. Et avant d'ouvrir le débat, notre correspondant à Abidjan a tendu son micro aux jeunes Ivoiriens sur la question. J'aime consommer des produits locaux pour question de gastronomie. Et pour les produits cosmétiques, je préfère les produits importés. Les surgelés ne m'intéressent pas. Je préfère acheter les produits locaux frais. Concernant les appareils, j'aime plus les produits importés. Je les trouve plus sophistiqués. En général, les produits importés sont des produits de qualité. D'accord. La main et les moyens sont mis à ce que ces produits soient de pures ressources et soient perfectionnés. Contrairement à la main ivoirienne, bien la main locale qui est moins accrue. Quand on prend par exemple le cacao, le café, on sait que la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays exportateur de cacao, je n'irai pas dans un pays étranger pour aller chercher ce qui c'est que le cacao. Mais là où il y a le paradoxe, c'est que c'est vrai que nous produisons le cacao, mais en ce qui concerne le chocolat, ce n'est pas nous. On remarque que tout ce qui est marque de chocolat, ce sont des produits importés. J'aurais préféré les produits nationaux
Mais nos produits souvent laissent à désirer. C'est dommage, je le dis, mais c'est vrai. Donc on n'a pas d'autre choix souvent que de prendre des produits importés. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup de lait pour mes enfants, du lait en poudre. Donc je ne retrouve pas de lait. Je ne sais même pas si la Côte d'Ivoire fabrique du lait en poudre encore. Hein. Et trois invités pour nous accompagner en direct de Brazzaville, Michel Djombo, manager de JTC, une société de production et de transformation de produits agricoles. En direct de Paris, Charlotte Libog, fondatrice de la plateforme Afrique Grenier du Monde, qui fait la promotion de l'agrobusiness. Et sur notre plateau, John Manirakiza, entrepreneur en charge du développement commercial de Oja Express, site livrant des produits de l'Afrique et de la Caraïbe aux États-Unis. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Alors, nous commençons avec John. On a vu dans ce micro-trottoir, certains Africains ont tendance à penser que ce qui est importé est de meilleure qualité. Qu'en dites-vous? Bon, c'est une question de préférence, bien sûr, qui dépend des facteurs qui sont indéniables. S'ils disent que il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de produits de bonne qualité sur le marché africain, c'est un choix. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une mentalité qu'il faut réformer? Oui, bon, la mentalité, ça a quelque chose à faire avec ça, mais je reste quand même... je pense que le client africain, il n'a pas beaucoup de moyens, mais il sait comment évaluer les produits. Et alors, si un entrepreneur ou des commerçants locaux sont capables de demander aux clients africains comment améliorer les produits locaux, je pense que le client africain reste quand même raisonnable pour faire le choix qui, bien sûr, dépend de son budget. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur qui sont moins chers. Et ça, donc le prix est un facteur clé pour vous. Ouais. Charlotte, pourquoi privilégier la consommation des produits africains par rapport aux produits étrangers? Eh bien, tout simplement parce que la croissance économique, en tout cas une réelle croissance économique réelle et durable de nos États en dépend. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte relativement alarmant. Nous avons effectivement donc un fait qui est là. Nous ne consommons pas ce que nous produisons et cela malheureusement déséquilibre de manière structurelle nos balances commerciales et ne nous laisse aucune chance en termes de croissance économique. Or, nous avons de nombreux défis à régler, notamment le défi de l'emploi des jeunes. Je parlais également ici aussi du défi de la sécurité alimentaire. C'est pas normal d'avoir un continent avec un potentiel aussi énorme, comme je le dis à chaque fois. On a quand même plus de 60% de terres arables en Afrique et malheureusement, nous restons le seul continent qui importe massivement ce qui est consommé. Et malheureusement, on a pas mal d'éléments, entre autres la libéralisation des prix sur ce marché-là qui handicape les efforts de nos entrepreneurs, disons-le. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il faudrait une véritable mobilisation des divers acteurs, une mobilisation pardon, aussi des consommateurs, afin que ces derniers puissent s'intéresser de plus en plus au consommant local, voilà, et afin qu'on puisse enfin avoir une véritable chance en termes de croissance économique pour nos divers pays. Merci Charlotte. Donc là, peut-être qu'il y a un manque de patriotisme économique, mais pour rester sur la base du prix, Michel Djombo, comment expliquer que des produits fabriqués sur place coûtent souvent plus cher que ceux qui viennent de loin? Je pense que la première difficulté est que dans la majorité de nos pays, nous ne produisons pas localement les intrants. Si on parle par exemple de production alimentaire, on pense à l'agriculture, nous ne produisons dans quasiment aucun de nos pays de l'engrais. Donc ça veut dire qu'on fait face à des pays qui, eux, produisent l'ensemble de ce qu'ils consomment dans le circuit industriel et arrivent à sortir des produits bien moins chers que nous, qui devons importer de chez eux les emballages,
les intrants agricoles. Donc on parlait tout à l'heure des raisons qui faisaient que nous ne consommons pas les produits africains ou que certains Africains sont plutôt réticents à les consommer. Si je reviens sur les emballages, l'un des premiers éléments qui fait qu'on consomme un produit, vous le voyez sur les rayons des supermarchés, il faut que ça attire, il faut que ce soit beau. Mais si nous ne fabriquons pas ou fabriquons localement des emballages qui sont plutôt médiocres, déjà ça n'attire pas. Donc non seulement ça augmente le prix parce que nous ne les fabriquons pas pour ceux qui sont de meilleure qualité, nous les importons, et en plus ceux qui sont fabriqués localement souvent, le manque d'expertise fait qu'ils ne sont pas toujours très beaux. Donc ça c'est un élément qui rebute un peu les consommateurs. Mais est-ce que l'Afrique, John, fabrique des produits dont elle a besoin au point de renoncer aux biens importés? C'est toujours, il y a question des ressources qui sont mises en place pour faire ça. Donc, on a besoin des ressources de technologie, on a besoin de ces intrants dont il parle, on a besoin aussi, faudra le dire, les emballages, c'est le branding, c'est le marketing. C'est important. C'est important, ça fait partie de changement de mentalité. Vous voyez, chaque enfant veut boire Coca-Cola. Il n'y a rien de spécial dans Coca-Cola. Il y a quelque chose qui n'est pas même bon pour notre santé. Mais ils ont fait un branding et c'est ça. Donc, les produits étrangers, ils ont mis les ressources nécessaires pour attirer le marché africain. Et on va voir que chez nous, au fait, les gens qui font le commerce aussi, il va falloir qu'ils s'y mettent dans la satisfaction du client. Donc la satisfaction du client sur l'emballage, sur le marketing. Je voulais rejoindre tout à l'heure Charlotte qui nous parlait aussi des conditions de sécurité aussi. Est-ce que ces produits, les concurrents amènent des produits sur le marché qu'ils ont subi quand même une transformation chimique pour aller sur le continent, donc on doit s'en occuper. À ce sujet, je voudrais faire un spotlight sur la Sénégalaise Sini Samba. Elle a 26 ans, elle est ingénieure en agroalimentaire. Elle a cofondé le Lionceau, une entreprise spécialisée dans l'alimentation pour bébés. Écoutez. Au Sénégal, 19% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Et les parents manquent cruellement d'informations autour de la nutrition infantile. Du côté des producteurs, il y a beaucoup de pertes agricoles. Donc, par exemple, 50% de la production de mangue est perdue au champ, parce qu'ils n'arrivent pas à les acheminer en ville et il n'y a pas beaucoup de transformateurs locaux. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché des purées pour bébés au Sénégal, il n'y a que des produits importés. C'est pour ça que j'ai fait le choix de rentrer au Sénégal pour créer cette entreprise. Dans toutes nos recettes, on n'utilise que des matières premières locales à haute valeur nutritive, comme le fruit du baobab, le fognon ou encore le mil. Et en plus de cela, on a vraiment construit cette communauté avec les mamans et en essayant d'être au plus proche de la clientèle. Donc on a des parents qui nous appellent, qui nous demandent des conseils. Ah, mon bébé ne mange pas, qu'est-ce que je peux faire, quels légumes mieux vaut commencer lors de la diversification alimentaire. On est vraiment en train de construire ce rapport de confiance avec les parents qui aujourd'hui n'ont que des produits qui sont importés et qui sont sur le marché. Alors, Charlotte Libok, vous avez entendu les propos de Sini Samba, qui a créé qui s'est spécialisée, elle, dans l'alimentation pour bébés, et puis même pour des raisons de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est une excellente initiative et nous avons aujourd'hui cette chance-là d'avoir une jeunesse qui se lève, qui entreprend et qui de plus en plus comprend l'enjeu de l'investissement du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne. Simplement, les efforts de cette jeune dame, les efforts de nos entrepreneurs dans le domaine agroalimentaire resteront vains si on ne revoit pas un certain nombre de clauses au niveau de nos États, mais également au niveau international. Je parlais des accords commerciaux, par exemple, de l'OMC, etc. Parce que le fait est là. Nous avons, on a un de vos invités qui a souligné le fait que, au-delà de tout, on a donc des produits
locaux qui souffrent d'un manque de valorisation, notamment au niveau du conditionnement. C'est une réalité. Alors, comment faire pour pouvoir justement trouver des solutions adéquates pour pallier à ce souci? Eh bien, il faudrait un minimum d'assistance de nos États. Il faudrait mettre en place, en tout cas, des politiques favorisant une véritable promotion du consommant local. Il faudrait justement qu'il y ait un soutien politique pour les entrepreneurs africains. On vous entend, Charlotte Libog. On va breaker tout de suite. On revient après cette courte pause. Et merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Nos trois invités sont toujours là en direct de Brazzaville. Michel Djombo, manager de JTC. En direct de Paris, Charlotte Libog, fondatrice de la plateforme Afrique Grenier du Monde. Et sur notre plateau, John Manirakiza, entrepreneur. Alors, tous les pays en Afrique ne sont pas logés à la même enseigne. L'orientation de la politique agricole de certains pays, prônant une révolution verte constante, a permis la promotion de la consommation de produits locaux. C'est le cas du Rwanda. Regardez. Il y a eu du progrès remarquable après le lancement de la campagne Made in Rwanda, qui a débuté en 2016 avec la première édition de l'exposition Made in Rwanda. Le gouvernement rwandais a mis en place des mesures susceptibles d'aider les producteurs à obtenir des matières premières à bon marché. En particulier, il existe des incitations fiscales avec lesquelles nous essayons de réduire les coûts de transport, car la majorité des entreprises utilisent des matières premières importées. Le gouvernement s'est aussi concentré sur l'énergie afin de réduire les coûts et avoir une alimentation stable. Nous encourageons également les producteurs rwandais à obtenir des certificats de normes internationaux et certains les ont déjà acquis. Il y en a d'autres qui sont maintenant dans le processus. Une fois qu'ils seront certifiés, nous serons en mesure de rivaliser sur le marché national et international. Alors John, on voit qu'il y a une différence déjà entre les pays. Ce n'est pas tous les pays d'Afrique qui sont logés à la même enseigne. Il y a l'Afrique du Nord qui consomme assez local. On voit le Rwanda qui fait la promotion du Made in Rwanda. Mais il y a aussi une différence entre la ville et les villages. Selon vous, est-ce qu'il y a vraiment une différence de consommation entre les gens des zones urbaines et les gens vivant en zone rurale, et pourquoi? Bon, écoute, les gens qui vivent dans les zones urbaines, en général, c'est des gens dont le rythme de la vie est plus rapide. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps comme les gens qui sont dans les milieux ruraux pour, disons, consommer, prendre des heures et des heures à préparer la nourriture. Alors, c'est là où les produits process ou transformés viennent en jeu. Les magasins, les gens vont acheter des produits qui sont déjà transformés pour avoir leur cuisine. Et même, il y a un phénomène de fast-food qui est malheureusement un fait. Oui, donc il y a cette influence de l'étranger qui fait que, du coup, dans l'alimentation même des Africains a changé. C'est ce que vous soulignez. Michel Djombo, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, quelles sont aussi les principales difficultés maintenant de l'industrialisation en Afrique? Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que en fonction du milieu dans lequel on est, on va plutôt vers des biens de consommation mondialisés, dont on voit le reflet à travers les médias, etc. Donc ça, c'est plutôt dans le milieu urbain. Et dans le milieu des campagnes, là, on est plutôt sur les consommations locales. Et pour ce qui est des défis de l'industrialisation en Afrique, il y a les défis classiques dont on n'arrête pas de parler, c'est l'électrification, c'est l'absence d'infrastructures. On a parlé tout à l'heure du pourcentage de production qui pourrissait en sortie de champs ou qui n'était pas acheminé, donc ça c'est une difficulté.
Mais au-delà de ça, je pense aussi que les États africains commettent un peu l'erreur de vouloir se concurrencer, à tous faire la même chose. Il y a comme un problème de vision stratégique. Tout le monde veut produire des matériaux de construction, veut produire du ciment, tout le monde se positionne un peu sur les mêmes marchés. Mais est-ce que le Congo n'aurait pas, par exemple, vocation à se spécialiser dans la production d'engrais lorsque son voisin gabonais, par exemple, pourrait produire de l'acier? Vous voyez, on pourrait spécialiser un peu notre pays et chacun, comme ça, pourrait se concentrer sur ce qu'il sait faire ou ce que son sous-sol lui permet de faire et de transformer. Et comme ça, on donnerait un sens à ce qui est les zones de libre-échange qui sont à la mode en ce moment. Si chacun faisait quelque chose de spécialisé, on serait tous gagnants. Est-ce que réellement ils ont le choix, Charlotte? Parce que l'agriculture étrangère, elle est financée, elle est subventionnée. Est-ce que justement ces gens au niveau local, est-ce que le consommé local fait face à une concurrence qui est déloyale en réalité sur le continent? Vous touchez là le cœur du sujet en réalité, parce que c'est vrai que nous avons des acteurs qui subissent les choses, il faut le dire tel quel. Nous sommes quand même en présence d'un marché, je le disais tantôt, libéralisé. Ça veut dire qu'en réalité, effectivement, ce qui vient de l'extérieur bénéficie du fait qu'en réalité, les entrepreneurs de l'Occident dans l'ensemble sont en majeure partie subventionnés, bénéficient de certaines mesures en termes d'accompagnement, même dans le cadre de leur politique relative à l'exportation, alors qu'en réalité, au niveau de l'Afrique, et ça, tout pays confondu, au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique subsaharienne, vous avez des entrepreneurs qui, malgré leurs efforts, vous avez des agro-industriels qui, malgré leurs efforts, n'arrivent pas à être compétitifs, tout simplement parce qu'ils ont des coûts de production largement élevés qui ne leur permettent pas de rivaliser avec les produits subventionnés qui viennent de l'extérieur. Oui, mais il y a des solutions. L'une des solutions clés, c'est celle d'une protection, de la préconisation d'une protection minimale de nos marchés, afin de permettre justement à nos entrepreneurs, à nos agriculteurs aussi dans une certaine mesure, de pouvoir non seulement vivre du fruit de leur labeur, mais également de pouvoir prétendre à une véritable création de richesse. Alors vous parlez par exemple le Sénégal qui l'a fait. Vous parlez d'agriculteurs justement qui puissent vivre de leur richesse, mais qu'en est-il, John, de la main-d'œuvre africaine qui est moins chère en Afrique que sur d'autres continents? Ah oui, tout à fait. La main-d'œuvre, c'est un des facteurs dans la production. Donc il y a pas mal d'autres facteurs directs et indirects qui rentrent dans la production. Et elle vient de parler du fait que les produits étrangers sont avec des subsides subventionnés. Alors, dans certains pays, en Asie, ça coûte 70% moins cher de produire à Thaïlande ou en Chine qu'en Afrique. Alors, les États, ils y mettent le paquet pour que leurs industries avancent. Alors, il n'y a pas moyen qu'un producteur thaïlandais, chinois ou indonésien ou vietnamien puisse faire la compétition avec un producteur africain. D'où il n'y a pas moyen d'engager les gens parce qu'on n'a pas assez d'argent. Ça coûte déjà cher de prendre des dettes en Afrique. Les banques, les crédits bancaires, ça coûte tellement cher. Et il y a les problèmes directs, électricité, infrastructure, tout ça, ça rentre dans le fait qu'un produit africain est produit à un coût tellement élevé que l'entrepreneur ne peut pas engager autant de gens. On poursuit avec une question qui vient de notre télévision partenaire Wolf TV. Regardez. Bonjour, je m'appelle Ousmane Sen, je suis journaliste directeur de l'information de la radio-télévision Walfadjri à Dakar au Sénégal. Pour mon pays, le Sénégal, je prends l'exemple de l'huile d'arachide que nous exportons et qui est très prisée, mais qu'on importe en même temps à plus de 50%. Et il suffisait seulement d'arrêter l'exportation de la graine, c'est-à-dire la matière première, pour réussir à satisfaire le marché local à 100%, mais à condition de pouvoir triturer le tonnage nécessaire pour le marché local. C'est pourquoi je demande si en Afrique nous avons des dirigeants qui n'ont pas les mains de leur ambition ou bien si cela traduit tout simplement une absence d'ambition ou d'organisation et de méthode dans la production et la promotion du consommé local.
Alors, donc notre confrère a repris un peu l'argumentaire de Charlotte. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un manque de volonté politique ou pas? C'est à moi que vous parlez? Oui, Charlotte, c'est à vous. Ah oui, excusez-moi. Oui, bien entendu. Je ne parlerai pas d'un manque de volonté politique. Nos politiques aujourd'hui sont bien conscients de l'urgence du traitement de cette question. On est quand même face à une croissance démographique qui nous met face à certains défis. Au-delà du défi de la sécurité alimentaire, on a le défi de l'emploi de nos jeunes. Donc, dans tous les cas, il va falloir mettre en place des politiques d'incitation au consommant local. Et c'est vrai que dans ce sens-là, on a des initiatives qui restent isolées, certes, mais des initiatives quand même qu'il faudrait saluer ici. Donc un peu partout en Afrique, donc non seulement de la part de nos politiques, mais également de la part du secteur privé et même de la société civile. Aujourd'hui, par exemple, avec les réseaux sociaux, vous avez dans certains pays des plateformes qui sont spécialisées, qui se spécialisent de plus en plus dans la valorisation du consommé local. Et ceci, toute tendance confondue. On a la présentation des produits locaux qui, avec un réel effort en termes de conditionnement de ces derniers. Et je peux vous garantir qu'en fait, nos produits n'ont rien à envier à l'extérieur, aussi bien au niveau de la qualité qu'au niveau même de la quantité. Le marché. J'aimerais faire réagir Michel à ce sujet. Michel, la pensée du consommé local en Afrique a été mise en exergue par Thomas Sankara. Quelle est l'attitude des dirigeants africains d'aujourd'hui vis-à-vis de cette philosophie? Je pense que en étant très concret, il y a certains dirigeants qui prennent à bras-le-corps le problème. On pense par exemple au Rwanda qui, en début d'année, vous avez suivi l'actualité, a mis des taxes rehaussées sur l'importation de la friperie, en particulier venant des États-Unis. Et le pays s'est pris une volée de bois vert des États-Unis qui lui a donné un moratoire de 60 jours pour lui demander de lever cette taxe, sinon le pays pouvait être supprimé de l'AGOA. Donc vous voyez, il y a en face de dirigeants qui peuvent des fois être volontaires, il y a des forces, des inerties du marché, et la mondialisation s'impose quasi systématiquement. Ça, c'est une difficulté auquel les dirigeants ne sont pas en autarcie, ils vivent dans le monde avec les autres dirigeants mondiaux et souvent ils subissent des pressions. Et vous avez parlé de l'AGOA, donc je vais me tourner vers John. Il y a des initiatives, donc comme c'est la loi américaine sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, qui vise à promouvoir les exportations africaines. Mais que font les pays africains à ce propos? Bon, l'AGOA, effectivement, ça a été établi pour permettre à certains produits africains d'être importés aux États-Unis sans tarif. Est-ce que ça marche? Ça marche pour certains pays qui ont mis le paquet. L'Afrique du Sud a fait un bon marché avec les États-Unis. C'est parce qu'ils ont l'infrastructure, la capacité. Et les autres pays, le Lesotho, dans l'industrie textile, ils y mettent des efforts. Je vais devoir couper la conversation parce que c'est la fin de l'émission, mais c'est un sujet passionnant. Il faudrait qu'on fasse une autre émission à ce sujet. Donc, je remercie tous nos invités. Merci d'avoir participé et merci à vous de nous avoir suivis. C'était le Washington Forum avec Raïssa Girondin. Excellente suite de programme. Un bien précieux que rien ne peut remplacer. VOA Afrique vous propose un rendez-vous hebdomadaire consacré à cet aspect important de votre vie. Votre santé, votre avenir est un programme interactif qui vous offre des conseils pratiques pour votre bien-être. Nous vous donnons l'occasion de poser des questions sur l'actualité santé et d'avoir les réponses de nos experts. Votre santé, votre avenir, un rendez-vous à ne pas manquer sur les chaînes partenaires de La Voix de l'Amérique.